est-ce que le changement se fait à partir de germes présents dans le système, ou alors est-ce que c'est une radicalité très importante qui permet de penser une révolution, une rupture extrêmement importante? Et les limites sont celles au-delà desquelles, finalement, le système n'est plus lui-même. Donc, une radicalité. Et je dis ça pour... Il faudrait peut-être le préciser. Dans quelle mesure est-ce que les dynamiques analysées dans ce qui est conçu comme industrie créative ou économie créative, ressorties de tendances anciennes, systémiques, contenues dans le système, ou alors est-ce qu'elles sont radicalement nouvelles? Ça réfère à quelques éléments abordés par Gaëtan Tremblay ce matin. Alors, à cet égard, il y a eu dernièrement, vous vous en souvenez peut-être, le groupe pharmaceutique Novartis qui a été débouté par la Cour suprême indienne. Pour la raison suivante, c'est que Novartis a demandé un deuxième brevet sur un de ces médicaments qui s'appelait le Glivec. Et la Cour suprême indienne a considéré, étant donné effectivement l'importance de l'industrie du générique en Inde, qu'il n'était pas possible de déposer un deuxième brevet sur le même médicament. Et l'argument de Novartis était qu'effectivement, il y avait un changement substantiel dans la molécule qui permettait de penser ou de considérer que c'était une innovation, une rupture extrêmement importante. Alors, par rapport à cette tripartition, je vais revenir tantôt dessus, je vais essayer de penser, de questionner la dynamique qui affecte le rôle des universités, le rôle assigné aux universités, à la fois dans leur fonctionnement interne et dans leur relation avec leur environnement en termes d'écosystème. Alors, le deuxième point de ma présentation, quelques mots sur le titre. Rôle assigné aux universités dans le cadre de l'économie créative, créativité, innovation ou mixte. Mixte, M-I-X, entre parenthèses T-E, M-I-X, c'est le mix marketing, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dynamiques relativement importantes qui affectent le fonctionnement des universités, même au niveau des curricula. Et ça, c'est quelque chose qui a été documenté où les doyens, en particulier aux États-Unis, jouent un rôle relativement inédit. Et je reviendrai sur le caractère nouveau du rôle qu'il joue en termes de rétention d'étudiants, en termes d'attribution de contrats d'enseignement à des étudiants qui n'ont pas encore gradué. Tout simplement pour diminuer les frais liés au fonctionnement de leur département. D'après Kotler, le mix marketing articule quatre politiques, une politique de prix, de produits ou de services, de distribution et de promotion. On parle également de communication. Destiné à assurer le succès d'un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. Et il y a des stratégies marketing de repositionnement des universités sur le terrain de la créativité. Très clairement. Et la créativité, dont il est question ici, a beaucoup à voir avec une créativité artistique à l'origine. Par ailleurs, la rhétorique de la créativité recoupe celle du capital humain, théorisé par Gary Becker, d'une part, et de l'autre côté, elle recoupe une approche écologique, c'est-à-dire université comme étant en lien permanent avec son environnement, notamment industriel. On serait là davantage dans une approche systémique. Alors, il faudrait peut-être préciser aussi que les relations entre créativité et innovation sont dans un certain nombre de cas thématisées en lien avec les industries créatives, mais ce n'est pas systématique. C'est pourquoi il me semble important de s'intéresser aux dynamiques des institutions éducatives
avant de préciser certaines tendances en relation avec la créativité dans l'université. Et là, j'en arrive à mon point 3. Deux auteurs, Rose et Slaughter, ont produit un article qui s'appelle Academic Capitalism in the New Economy, Challenges and Choices. Et leur argument est le suivant. Ils considèrent que les universités essaient de générer du revenu à partir de leur cœur de métier, à partir de l'activité éducative, ce qui est tout à fait différent, ce qui est tout à fait inédit. Traditionnellement, et c'est leur argument, les professeurs d'université jouaient parfois avec une fonction de consultant. Les universités vendaient du café, des t-shirts et un certain nombre de choses. C'était des activités connexes qui permettaient de générer un revenu à côté. Alors, ce qui est tout à fait nouveau de leur point de vue, c'est que la production de valeur va pénétrer le cœur même de l'activité académique de l'université, d'accord, en effectivement faisant intervenir une chaîne de valeur dans laquelle certains intervenants, par exemple les étudiants aux études supérieures, se voient attribuer des charges de cours parce que ça coûte moins cher pour l'institution. On serait donc dans un régime de capitalisme académique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dans lequel l'institution d'enseignement lui-même devient un entrepreneur, là où traditionnellement ce sont les chercheurs et les labos qui avaient la paternité de leur production et des royalties qui pouvaient en découler. Mais il faut préciser que ce n'est pas nouveau. En 1983 déjà, George Keller avait fait un ouvrage qui avait fait beaucoup de bruit, Academic Strategies of Management Revolution in American Higher Education. Et dans cet ouvrage, Keller, on parle de 1983, évoquait une révolution managériale dans l'académie. Et Keller considérait que les gestionnaires en arrivent à contrôler progressivement l'administration des universités et que les présidents d'université ou les recteurs se voient comme des CEO. Et ça, c'est une tendance dont je vis personnellement les effets dans ma propre université d'aujourd'hui. Nous avons traversé un certain nombre de grèves et c'est une tendance dénoncée de manière récurrente qui affecte la gouvernance des universités publiques et privées. Et il y a eu un certain nombre de dérives qui affectent plusieurs universités en Amérique du Nord et au Québec particulièrement. Au Canada, la recherche fondamentale est battue en brèche actuellement. Il y a eu une mesure, elle est tout à fait récente, ça date de moins de 10 jours, du gouvernement fédéral canadien qui considère que le financement de la recherche sur fonds publics devra faire la preuve de sa pertinence. Et ça veut dire quoi, sa pertinence? C'est-à-dire qu'elle devra favoriser la relation avec le milieu industriel et favoriser la compétitivité des entreprises canadiennes. Donc, on en attend des retombées tout à fait précises, là où, de manière historique ou traditionnelle, malgré effectivement une situation qui n'était pas toujours idéale, les universités bénéficiaient de fonds publics pour s'adonner à une recherche fondamentale qui n'avait pas forcément à faire la preuve de ces retombées à moyen et à court terme pour les entreprises. Alors, j'en arrive à mon quatrième point sur la distinction entre ces trois notions que sont la créativité, l'innovation et le design. De manière récurrente dans la littérature, la créativité est logée
c'est le sens des parenthèses que j'ai mises, l'innovation groupale ou sociétale. Et le design, le design a un statut assez particulier. Je vais vous proposer une définition qui est celle de Sir George Cox, qui dit la chose suivante: la créativité, c'est la génération de nouvelles idées. Ces nouvelles idées peuvent être de nouvelles manières de voir ou d'analyser les problèmes existants. Ça peut être la capacité d'exploiter de manière émergente ou nouvelle des dispositifs techniques, etc. Donc, créativité, génération de nouvelles idées. Innovation, c'est l'exploitation avec succès de nouvelles idées. Elle va prendre la forme de nouveaux produits, mais aussi de nouveaux services, de nouvelles manières de conduire les affaires, le business, etc., etc., etc. Et le troisième terme est tout à fait intéressant. Il dit que le design, c'est ce qui lie, ce qui relie l'innovation à la créativité. Donc c'est la mise en forme. C'est la mise en forme de la créativité dans les dispositifs et qui les rend attractifs pour les utilisateurs, les usagers ou les clients. Hawkins. Dans une entrevue, John Hawkins, turiféraire très important de l'économie créative, dans une entrevue dont je ne suis pas parvenu à dater en ligne, mais qui a probablement eu lieu entre 2005 et 2007, dit la chose suivante: la créativité se trouve dans la personne et est subjective. L'innovation repose sur le groupe et est objective. L'innovation passe toujours devant un comité à un stade ou à un autre et ne pourra être autorisée à continuer que si elle est approuvée. Tandis que la créativité est beaucoup plus floue et est subjective. La créativité peut déboucher sur l'innovation, la créativité peut alimenter l'innovation, la créativité peut se traduire par l'innovation. C'est en ça que je disais que la partition classique, elle est récurrente dans la littérature, même si, quand on s'intéresse de manière plus précise, ne serait-ce qu'à la notion de créativité, on a beaucoup d'auteurs qui refusent ce partage entre, effectivement, c'est la fonction auteur de Foucault, tout simplement, qui refusent de loger la créativité chez un individu particulier, génie, qui tout d'un coup, une étincelle de génie, et produit quelque chose de parfaitement nouveau, effectivement, et qui en fait un processus social où il y a un partage de sens dont on peut rendre compte dans la vie collective. Donc c'est tout à fait problématique, mais dans la littérature que j'ai consultée, c'est quand même quelque chose qui revient de manière relativement récurrente, relativement systématique. Alors, ça recoupe donc cette partition une opposition classique en lien avec la programmation des programmes d'enseignement qui articule la créativité artistique comme disposition humaine inégalement partagée, l'innovation technologique comme embodiment, c'est-à-dire incorporation ou matérialisation dans un dispositif de cette faculté humaine, ça peut également être un service, et enfin le design comme discipline de mise en forme qui est au cœur des industries culturelles. Et ça me permet de faire une transition pour passer à mon dernier point. Oui, rapidement, qui permet de penser l'innovation, l'écosystème d'innovation, qui est le titre d'un chapitre de l'ouvrage de Lord Sainsbury de Turville en 2007, à qui le gouvernement britannique a demandé de faire un rapport sur le rôle de l'innovation. Et un de ces chapitres est intitulé Innovation Ecosystem. Et son argument est le suivant: malgré l'importance de la recherche dans l'écosystème, la recherche, sous-entendu recherche universitaire dans le système de l'innovation,
il n'y a rien à attendre de la recherche si elle n'est pas mise en relation avec l'environnement industriel. C'est le levier, finalement, de la compétitivité économique, et ça réfère au cas canadien dont j'avais parlé tantôt. Et on est de manière récurrente dans un univers à somme nulle, c'est ce qu'on voit ici, où on montre qu'aux États-Unis, en raison de la synergie beaucoup plus importante de la recherche universitaire, des territoires et du tissu industriel, les universités vont envoyer, et ça c'est un article de Florida avec 3 autres auteurs, qui dit que les entreprises, les universités plutôt, en termes d'innovation, vont envoyer un signal que l'écosystème ou l'environnement est en mesure de capter ou pas. Et je vais terminer là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une université n'est pas automatiquement en mesure de dynamiser son environnement. Si l'environnement n'a pas les ressources pour capter le signal envoyé par une université innovante, ce n'est pas compliqué. Ceux qui le capteront, ce seront les entreprises ou le tissu industriel qui sera distant, mais qui sera en mesure, effectivement, d'en tirer profit plutôt que l'environnement meilleur. Voilà. Merci. Question? Je pense, Oumar, qu'il y a beaucoup de choses dans ta communication et sans doute que d'ailleurs la difficulté qu'on a à réagir, c'est qu'on ne sait pas très bien sur lequel des points accrocher la réaction. Donc excuse le caractère très partiel de la question que je vais te poser. Je pense que ta présentation prendrait plus de poids si tu distinguais 2 choses. La première, c'est d'abord les types d'universités, parce que c'est en fait une revendication indigène que de parler de l'université ou du système universitaire. En réalité, il y a des types d'universités, des fonctionnements dans les universités eux-mêmes très disparates. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à l'intérieur même des universités, il y a des vocations, ou comme dirait de Rouet, des cités, enfin, ou des logiques très différentes. Celle dont tu parles, c'est une logique de type productive, qui, en effet, prend des formes industrielles, et dont les formes industrielles sont tentées de rejoindre la thématique des industries créatives. Mais dans l'université, il y a aussi d'autres logiques. Par exemple, il y a une logique culturelle. On oublie que aux États-Unis, les études des textes grecs et latins sont florissantes. Pas dans toutes les universités, bien sûr, mais dans les grandes universités, oui. J'ai une de mes amies qui enseigne à Princeton, au fils de Murdoch, et elle lui enseigne la philosophie hegelienne. Enfin, elle lui a enseigné il y a quelque temps maintenant. Ce qui veut dire que cette fonction culturelle n'est pas la même que la fonction productive. Puis il y a aussi d'autres fonctions. Il y a une fonction sociale, d'intégration sociale, de promotion sociale. Toutes ces logiques-là se concurrencent. Alors, ce que tu dis, me semble-t-il, marque une tendance. Mais la question serait de savoir comment cette tendance s'articule par rapport aux autres tendances qui ont toujours existé dans l'université. Merci Pierre. Ce n'est pas par hasard que j'ai commencé par ces considérations sur la radicalisation de ce qu'il y a en germe ou de ce qui est susceptible d'être analysé en termes de germe dans ce système donné. Okay. Alors, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que quand je réfère à Daniel Bell, ce que j'entends, et quand je retourne à 1983, où il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, il ne s'agit pas de dire que
le tableau que je présente, il est statistiquement représentatif de l'état de l'existant des universités un petit peu partout. Il s'agit, dans le projet de penser ce qu'il y a en germe ici, ce qui est susceptible de se radicaliser dans un univers dans lequel, effectivement, nous sommes confrontés à une crise ou à un changement du mode de gouvernance des universités extrêmement important. Il s'agit de retourner à Bell et de dire il y a un certain nombre de germes qui, de mon point de vue, sont susceptibles de permettre de penser le changement. Même si, par ailleurs, quand on fait le tableau général, on peut avoir le sentiment qu'ils sont plus ou moins marginaux. Mais si vous avez compris que je prétendais faire un tableau qui soit valable autant pour la France, pour les différentes universités françaises, pour les universités américaines ou africaines, ce n'est absolument pas. J'ai fait le pari, effectivement, de penser les sources ou les grains de changement de ce point de vue-là. Oui. Oui, moi je vais peut-être relativement à toi quand même un peu défendre un élément de ce qu'il dit sur des éléments de transformation de l'université. Je crois quand même. Parce que derrière, il y a une question, moi c'est comme ça que je l'ai plutôt vu, c'est du côté plutôt de l'économie de la science et la recherche. Il me semble qu'il est clair, il y a eu un certain nombre d'écrits majeurs et de tendances majeures qui tendent vraiment à dire, mais explicitement, il faut repenser, je parle pour la recherche, la production de connaissances, mais en fait, ça a une portée beaucoup plus large. Il faut repenser ce qu'est le mode de production des connaissances dans la société et par là même la fonction des institutions majeures qui ont pour fonction de produire les connaissances, et notamment les universités. Tu as eu des écrits anglais très importants là-dessus, qui s'appelle comme ça, le nouveau modèle de production de connaissances, qui, autant que je sache, ont eu un effet très fort, une influence très forte via des organismes comme le CDE, la Communauté européenne, etc., et qui quand même orientent très fortement les transformations des systèmes universitaires, dans le sens, là, dans ce qui a été évoqué, il y avait un colloque là-dessus il y a quelques semaines à Paris, la montée d'un capitalisme académique. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas développer, mais il y a toute une série d'éléments. Il y en a un qui est assez connu, nous, on a beaucoup travaillé dessus, c'est la montée du dépôt de brevets par les entreprises, par les universités, mais qui est quelque chose d'important, avec un changement du droit américain en la matière. C'est le Bayh-Dole Act, qui est extrêmement connu, qui a été un des points majeurs, si tu veux, qui a eu toute une série d'effets sur le changement du comportement, etc. Voilà. Donc, il y a quand même des tendances extrêmement fortes. Plus des pressions extrêmement fortes, ou un autre élément, moi je vois en tant qu'économiste, sur à quel point maintenant, parler de recherche et d'innovation, c'est la même chose, presque. Tu vois, il y a une confusion complète entre les deux. Tu vois, voilà. Alors qu'à l'origine, on peut retrouver des textes, mais même des textes fondamentaux américains, je pense à un truc qui s'appelle le rapport Bush, mais d'un Bush qui a été fait en 46-47, à la demande de Roosevelt, qui a un peu inspiré toute la politique scientifique américaine, et dans lequel est marqué au contraire très fortement la différence. Il faut maintenir un système de recherche autonome, indépendant, et ainsi de suite. Voilà. Oui, d'accord, mais précisément parce que tu es économiste, moi je te pose la question. Innovation là-dedans. Innovation, c'est... Les économistes savent plus ou moins ce que c'est. Innovation par rapport à créativité et design. Ah oui, ça oui. Oui, là, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Je pense que c'est une bonne question, disons. J'ai pas de réponse énorme. Le discours économique sur l'innovation était initialement un discours assez bien cerné. C'était Schumpeter, c'était assez clair. Et puis, avec ce qui se passe aujourd'hui, tu as une extension, on le voit bien, ça devient, mais qui est lié, etc., qui fait qu'on ne sait plus très bien. Tu as une espèce de dilution, ça devient un mot valise, l'innovation. Oui, mais un mot valise au niveau des essais, au niveau des publicistes, mais pas au niveau de l'économie, finalement. C'est bon, L'économie, enfin moi, mon point de vue, elle est beaucoup moins rigoureuse qu'elle ne le prétend, disons. Voilà. Et donc elle fait des discours soi-disant très rigoureux sur des concepts qui ne sont pas toujours strictement définis. Tu vois. Et je pense que dans beaucoup de travaux, les économistes maintenant, en fait, si tu regardes bien, la notion d'innovation, elle est... Par exemple, initialement, il y avait une définition très claire, très précise chez Schumpeter entre invention et innovation, qui était très bien développée. Maintenant, je dois dire que la plupart du temps, c'est totalement évacué. Et après, Oui, on fera la pause.
une question et une remarque peut-être un peu plus triviale que ce qui vient d'être exposé, mais est-ce que dans les germes, comme vous l'avez formulé, ou du coup dans le système universitaire, avec toute la pluralité qu'a évoqué Pierre tout à l'heure, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qui était dans, on va dire, l'évolution de nos manières de travailler, c'est-à-dire le fait qu'on est devenu, avant le poids de ces paradigmes-là, des petits entrepreneurs de notre recherche, et en partageant en partie ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le mythe d'une créativité individuelle, y compris chez les Foucaldiens, surtout chez les Foucaldiens, non mais ça c'est bref, mais en tout cas quelque chose qui est qu'il y avait quand même un arrière-plan dans les pratiques professionnelles qui donnait un peu de prise au fait que l'air de rien, y compris quand on est très critique à l'endroit de certaines formes d'industrialisation, on compose avec des propositions qui pour moi ne s'appuient pas sur la... J'ai du mal avec l'hypothèse de quelque chose qui viendrait complètement de l'extérieur, c'est-à-dire d'une hétéronomie complète qui pourrait aussi rapidement, quand même, en 20 ans, s'imposer à l'université, quelles que soient les formes diverses et concurrentielles qu'a évoqué Pierre. Il me semble que nulle part, dans ce que j'ai évoqué, une question d'hétéronomie. Les trois modalités, nulle part le changement de vient de l'extérieur. D'accord. Ça peut être effectivement un germe qui, à un moment, fait basculer le système. Ou alors le système, par exemple, l'exemple donné par comment ça s'appelle, vers la société post-industrielle. Bell, exactement. C'est celle de Marx et ce qu'il appelle les dritte Personen, c'est-à-dire la troisième personne. La baisse tendancielle du taux de profit est appelée à faire exploser le capitalisme, sauf si, c'est Bell qui le dit, c'est pas moi qui le dis, sauf si, et ça c'est effectivement Marx fait intervenir une catégorie, une troisième catégorie, celle des dritte Personen, des cols bleus finalement, qui vont permettre de faire bifurquer le système vers autre chose. Donc, il n'est pas question, effectivement, de penser un basculement complètement révolutionnaire. Et par rapport à l'intervention de M. Tantôt, ce que la littérature montre, la littérature que j'ai consultée, et il n'est pas question ici, effectivement, de faire un travail normatif, c'est de rendre compte de ce qui ressort de la littérature, c'est que la créativité va être invoquée au niveau des curricula, c'est-à-dire au niveau de la formation, pour attirer un certain nombre d'étudiants. On va leur dire, on va vous donner une formation à la créativité qui va vous permettre de vous placer très rapidement sur le marché du travail. Ça c'est un premier registre discursif. Il s'articule avec un deuxième registre qui est celui de l'université innovante et qui parvient à dynamiser son environnement au fond d'un écosystème. Et là encore, c'est pas ma position, ce sont celles que j'ai pu ressortir de la littérature. Bien. Merci. Nous avons plus d'une demi-heure de retard. On va donc regagner un quart d'heure en ne prenant qu'un quart d'heure de pause.